Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Închipuiți-vă o clădire enormă cu ziduri mucegăite și ferestre smulse din beton, o clădire abandonată ani de zile. Așa arăta sediul Arta Grafica la câțiva ani după căderea regimului comunist. O clădire care a fost pe vremuri bijuteria tipografiilor din România s-a transformat în scurt timp într-o ruină. Cam așa arăta și România la câțiva ani după căderea comunismului. Gri, urâtă, schimonosită de bâtele minerilor veniți la București ca să salveze un regim criminal și muribund. Era țara din care nu puteai decât să fugi pentru că speranța unei vieți normale era doar în vest. Ei bine, în acel marasm de la începutul anilor 1990, câțiva oameni au făcut drumul invers, dinspre vest către est. Mulți dintre ei au fost francezi care au avut curajul de a vedea în România nu doar probleme, ci și oportunități. Ei au venit din viitor pentru că au văzut în România un viitor briliant pe care românii nu-l vedeau și au investit aici, transformând încet România dintr-o țară gri și tristă într-una în care astăzi vibrează afaceri de mare anvergură. Cristian Derveloa a sosit în România la începutul anilor 90 și a cumpărat ruina numită Arta Grafică în 1993. Omul de afaceri francez nu s-a uitat la ruine, ci a văzut oportunitatea de business închisă în clădirea abandonată de pe calea Șerban-Vodă din București. A renovat-o rapid și a transformat-o într-o afacere profitabilă. În 1999, o parte din ea a fost transformată într-un centru de afaceri botezat Central Business Park. După ce aderarea României la Uniunea Europeană a fost confirmată, Arta Grafică deschidea în 2007 o nouă tipografie pe o suprafață de 6600 de metri pătrați pe Bulevardul Metalurgiei. Vechiul sediu din calea Șerban-Vodă a fost complet transformat în centru de afaceri. În 2015, Cristian Derveloa a fost decorat cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție prin care țara sa de origine îi recunoștea meritele pentru ceea ce a făcut în relația franco-română. Legăturile lui Cristian Derveloa cu România sunt profunde și surprinzătoare. Omul e pasionat de pictorul de origine română Victor Brauner, unul din pictorii fondatori ai mișcărilor suprarealiste și dadaiste din Europa. Cristian deține o colecție impresionantă din tablourile lui Victor Brauner, iar viața a făcut în așa fel încât este și proprietarul vilei franceze în care a locuit Victor Brauner. L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pentru a descoperi împreună cum trecutul închide în el un viitor plin de surprize. Această emisiune va fi în limba franceză. Christian, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur. Nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Et toi, tu en fais partie. Au début des années 1990, lorsque la plupart des Roumains rêvaient de partir en France, tu as mis les voiles en direction de Bucarest. Tu as saisi en Roumanie les opportunités du futur et tu as consacré ton énergie, tes ressources et une bonne tranche de ta vie à reconstruire un pays en ruine. Tu as été accompagné de cette aventure par ton épouse Béatrix qui t'a suivi aussi bien dans la vie que dans les affaires. Aujourd'hui, ça te fait quel effet, la Roumanie? Je suis impressionné par ce qui s'est passé en Roumanie au cours de ces 30 dernières années. Et je pense qu'il faut être venu en Roumanie dans les années 90 pour réaliser à quel point ce pays a fait un bond en avant absolument fantastique. La Roumanie avait à l'époque un retard sur les pays les plus avancés de l'Europe de l'Est, comme bien sûr la Hongrie, la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Eh bien, moi je constate qu'aujourd'hui, 30 ans après, la Roumanie a comblé ce retard et elle est au même niveau que les pays les plus avancés de l'Europe de l'Est. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû essentiellement aux Roumains, à leur intelligence, à leur esprit d'entreprendre, qui a été absolument extraordinaire au cours des 30 dernières années. C'est dû aussi aux étrangers, notamment les Français qui sont venus investir en Roumanie. Je pense que la Roumanie, au début des années 90, après la chute du régime communiste, c'était vraiment un pays gris, c'était un pays où on n'y croyait pas, quoi. Moi, je me souviens, j'avais 25 ans à l'époque et j'y croyais pas. Quand je regarde la Roumanie aujourd'hui, je suis, comme toi, je suis vraiment épaté.
Mais je pense que cette infusion de capital venu de France, et pas seulement que de capital, de l'argent, mais d'un savoir-faire qu'on a apporté de France en Roumanie, ça a contribué pas mal quand même à la renaissance de ce pays. Oui, alors c'est vrai, et je pense qu'il faut rendre hommage au premier gouvernement après la chute du communisme dans les années 90, qui ont eu le courage de commencer à libéraliser le pays, en tout cas l'économie du pays, ce qui a effectivement favorisé les premiers investissements qui ont été faits par des investisseurs étrangers parce que les Roumains n'avaient pas d'argent, ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'investir dans leur propre économie. Mais donc cette ouverture qui a été faite a entraîné une première, on va dire, vague d'investisseurs étrangers qui ont donné un certain élan à l'économie roumaine. Mais ce que je constate, c'est qu'ensuite, les hommes d'affaires roumains, et on peut dire l'ensemble de la population roumaine, a pris le relais pour assurer cette modernisation du pays. Donc, il faut reconnaître aux investisseurs étrangers le mérite d'avoir lancé ce mouvement, de l'avoir initié, autrement il n'aurait pas été possible. Mais ensuite, le relais a été pris par, on va dire, l'ensemble de la population, les élites, dans tous les domaines. Et le résultat, il est aujourd'hui, je le répète, absolument spectaculaire. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Raconte-nous un peu cette aventure économique que tu as vécue en Roumanie avec Cartographica. Alors, je dirais d'abord, nous avons eu, mon épouse et moi, une démarche au début des années 90. Il se trouve que par l'évolution de nos affaires et de notre vie, nous étions à l'époque disponibles, on avait du temps, on avait déjà gagné de l'argent, et donc on recherchait de nouveaux projets en fait, d'investissement et de développement. Et nous avons fait le choix de se dire, on va essayer d'investir dans des opérations, on va dire, personnelles, d'investissement familial, et d'essayer de sortir un peu des terrains sur lesquels tout le monde cherchait à investir. Et quand on réfléchissait dans les années 90, où était-il intéressant et opportun d'investir, et quand on discutait avec des banquiers, des notaires, des avocats, bien évidemment, il y avait un leitmotiv qui était repris par tout le monde, c'est de dire il y a une opportunité d'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est, après la chute du communisme dans tous ces pays, et que donc c'était intéressant d'aller voir quelles étaient les opportunités dans ces pays. La démarche nous est apparue extrêmement intéressante parce qu'elle correspondait à une opportunité qui existait à ce moment-là, qu'il fallait saisir. Hein. C'est un peu le train qui ne passe qu'une fois. Hein. Et donc, il fallait essayer de monter dans le train. Bon. On a donc eu cette démarche. Et pour ce faire, on s'est dit, il faut aller voir sur place. Donc, on a fait un certain nombre de voyages dans différents pays. On a été en Hongrie, on a été en Bulgarie, on a été en Tchécoslovaquie, on est venu en Roumanie. Bon. De tous ces pays, alors on a eu une certaine attirance pour la Tchécoslovaquie, parce qu'on a aimé, entre autres, Prague. On a trouvé que Prague est une ville absolument extraordinaire, une perle un peu endormie. Et on a fait d'ailleurs en association avec un ami français, un investissement à Prague que nous avons revendu depuis. Et puis, entre les autres pays, la Hongrie, la Bulgarie, même la Tchécoslovaquie et la Roumanie, on a en fait été attiré par la Roumanie. Et pourquoi on a été attiré par la Roumanie ? Il y a différentes raisons derrière. Hein. D'abord, la Roumanie est un pays qui est important, il a 20 millions d'habitants, c'est le deuxième des pays de l'Europe de l'Est, après la Pologne. Ensuite, ce qui nous a frappé, et ça a été la raison principale en fait de notre investissement en Roumanie, c'est que dans tous les contacts que l'on a eus à tout niveau en Roumanie, on a constaté chez les Roumains, bien sûr, à l'époque, une francophonie qui était très développée, elle s'est atténuée depuis, mais à l'époque, c'était impressionnant de voir combien de personnes parlaient français en Roumanie. Et surtout, ce qui nous a beaucoup frappé, c'était la francophilie des Roumains. Il y a, de la part des Roumains en général, et c'est pas vrai, ce n'est pas uniquement vrai au niveau des élites, c'est vrai aussi au niveau de gens beaucoup plus simples, naturellement, le Roumain aime la France et aime les Français. Ça, nous l'avons tout de suite ressenti. Et nous nous sommes dit, si nous investissons dans ce pays, qui est une démarche quand même toujours, on va dire, courageuse, un peu audacieuse et risquée, d'un pays qui n'est pas le sien, dont on ne parlait pas la langue, mais on s'est dit, on arrivera à avoir des relations, des amis qui nous aideront
à faire ce parcours que l'on voulait faire en Roumanie. Et donc, en prenant en compte tous ces éléments, on s'est dit, oui, ça vaut la peine, on va essayer d'investir en Roumanie. Voilà. Alors, la démarche a été assez longue parce qu'il a fallu identifier des affaires qui nous paraissaient intéressantes. On a visité beaucoup d'entreprises en Roumanie. La plupart étaient dans un état tellement désastreux après les 40 ans de communisme qu'il fallait surtout ne pas les investir dans ces entreprises. Et puis, il se trouve au milieu des années 1992, l'État roumain a décidé de privatiser 27 entreprises. Ce sont les 27 premières entreprises de Roumanie qui ont été privatisées. Parmi ces 27 entreprises, il y avait une entreprise, Arta Graphica. Arta Graphica, on s'est dit, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une imprimerie qui avait un grand renom au niveau de son image de marque et qui était un peu spécialisée dans les beaux livres. Et nous nous sommes dit, c'est un créneau valable. On était aussi très confiants dans le fait que la population roumaine continuerait à être, on va dire, un certain niveau d'éducation, qu'elle continuerait à lire, et que donc il y aurait un marché, en fait, pour l'impression en Roumanie. Et puis, on s'est dit, donc on peut prendre le risque d'investir dans cette société. En plus, l'immeuble historique où était l'imprimerie que tu as évoqué tout à l'heure était un immeuble dans le centre de Bucarest. Dès le départ, on était très conscient qu'il n'était pas envisageable à terme de laisser une entreprise industrielle, une usine, dans le centre d'une grande capitale, qu'il faudrait la déménager. Et on avait imaginé d'entrée qu'on pourrait effectuer une reconversion de ces bâtiments vers un centre d'affaires, ce que l'on a fait. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ça t'a fait quoi cette expérience roumaine, tous ces années vécues en Roumanie? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus fort? Quel a été le je ne sais quoi que tu as trouvé en Roumanie? Alors, je dirais, si on résumait un peu ces 30 années, je pense qu'il faut reconnaître que par rapport au plan que nous avions dès le départ, dès le départ, on avait imaginé ce que l'on voulait faire de cet investissement en Roumanie. Et donc, sur ce plan-là, on a eu une bonne vision, puisqu'on a exécuté effectivement ce plan. Par contre, nous avons, à l'évidence, totalement sous-estimé les difficultés. Il est clair que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu dans la durée. Pourquoi? Parce que la Roumanie des années 90 était très, très en retard. Et le rattrapage que j'évoquais tout à l'heure, il ne s'est pas fait entre 90 et 2000. Il s'est fait principalement à partir des années 2000. Et les 10 premières années, on va dire post-communisme, il ne s'est pas passé grand-chose en Roumanie. Tout était incroyablement compliqué. Et donc, la durée d'exécution de notre plan s'est trouvée allongée d'une façon très importante. Ensuite, et c'est fréquent dans ce genre d'opération, l'investissement qu'il a fallu mettre pour réaliser notre plan, à la fois sur l'imprimerie et sur la partie immobilière, s'est révélé nettement supérieur à ce qui avait été estimé au départ. Bon, c'est les aléas du business. OK. Et puis, troisièmement, j'ajouterais que, surtout entre 1990 et 2005, l'acceptation de la Roumanie dans l'Union européenne, tout était imprévisible en Roumanie. Les règlements changeaient tout le temps, l'économie, tout bougeait, l'inflation était imprévisible, le taux de change était imprévisible. Bref, il y avait une imprévisibilité complète. Et donc, moi, ce qui m'a frappé durant cette période, ça a été la nécessité de s'adapter en permanence à un environnement mouvant. Comme on dit en Roumanie, le système des rois. Les Roumains ont l'habitude de s'adapter à... Alors ça, je crois que c'est très vrai, Mirel, parce que très souvent, quand des amis m'interrogent en disant la Roumanie, comment sont les gens, etc., eh ben, je mets souvent en avant cette qualité d'imagination et d'adaptation des Roumains qui est assez extraordinaire. Mais je complète en disant, il y a quand même un côté négatif. C'est-à-dire, un Roumain, j'ai vu ça entre autres dans l'imprimerie, tu as une machine qui tombe en panne. Bon. Le Roumain, il va trouver la solution pour réparer la machine. Il trouvera la solution. Mais pour la faire marcher, par exemple, on a vécu ça dans notre imprimerie, il va éliminer des sécurités automatiques que le constructeur a imaginées,
qui de temps en temps ne fonctionnait pas correctement. Le Roumain a identifié ça, il te supprime sans rien dire, hein, le contrôle automatique. Du coup, ce contrôle n'existe plus. Eh bien, l'incident se produit, la machine tombe en panne et on ne sait plus comment la réparer. Ouais, tu vois, c'est le côté imaginatif. Quelquefois, il y a des drawbacks, comme diraient les Américains, hein. Bah oui, c'est un couteau à Voilà. double tranchant, hein. Bon, c'est à double tranchant, mais globalement, considérons que c'est très positif et ça fait partie des grandes qualités roumaines. J'aimerais qu'on parle un peu de ta passion pour Victor Brauner, ce peintre d'origine roumaine qui a marqué quand même l'histoire de la peinture. Il a fait partie de ce mouvement très fort, très puissant au début du XXe siècle, le surréalisme et le dadaïsme. Alors, l'histoire est tout à fait étonnante puisque en 1961, j'étais donc beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, très jeune, presque, bon, il se trouve que mon père décide de vendre la maison familiale. Notre maison de campagne familiale se trouvait à Varengeville-sur-Mer, une petite ville toute petite à côté de Dieppe. Et cette ville a comme particularité que depuis un siècle et demi, elle était l'endroit préféré de beaucoup de peintres, dont notamment tous les impressionnistes qui sont venus peindre à cet endroit, le plus célèbre d'entre eux étant bien évidemment Monet, qui a beaucoup peint cette côte qui est absolument spectaculaire et très très belle. Bon. Et donc, il se trouve que ma grand-mère, au début du siècle dernier, avait acheté une propriété à Varengeville, donc cet endroit un peu mythique. Mon père en a hérité très jeune parce qu'il a perdu ses parents très très tôt, entre les deux guerres. Il y a habité pendant la guerre quand il a été démobilisé. Et puis, il s'y est marié. Il s'était marié quelques années avant. Moi, j'y suis né. Mon frère aîné est également né dans cette maison familiale. Et puis, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, régulièrement, nous allions dans cette maison familiale. Et il se trouve que mon père, en 1961, décide de vendre la maison familiale. Bon, j'étais un peu triste, mais quand on est jeune, et à l'époque surtout, on ne se permettait pas de s'opposer à ce type de décision de son père. Donc, j'ai accepté cette décision, et mon père, finalement, a vendu cette maison au peintre roumain Victor Brauner, qui lui-même était enchanté de pouvoir acquérir une propriété dans un endroit qui a été un lieu de villégiature privilégié de tous les grands peintres du début du XXe siècle. Et donc, pour Victor Brauner, c'était la consécration. Et en fait, c'est arrivé à un moment dans sa vie où il avait vraiment un réel succès au niveau de ses peintures. Et donc, ses conditions financières s'étaient améliorées de façon très importante. Alors que, tu le sais peut-être, Victor Brauner a eu une période de sa vie où il a été extrêmement pauvre. Il a vécu de pas grand-chose parce que sa peinture ne se vendait pas. Donc, mon père vend cette maison à Victor Brauner en 1961. Bon, je suis un peu triste. J'ai vaguement un souvenir de l'avoir rencontré, mais si tu veux, ça ne m'est pas frappé outre mesure, sauf le fait que la maison a été vendue. Ensuite, Victor Brauner meurt en 1966, donc très peu de temps après, 5 ans après. Pendant 5 ans, il a habité cette maison, il a beaucoup aimé cette maison. Et sa femme, Jacqueline Abraham, adorait cette maison, décide, après la mort de Victor Brauner, de garder la maison. Elle l'a gardée jusqu'à sa mort en 1986. En 1986, Jacqueline Brauner fait don de toutes les œuvres de son mari. Il y avait encore 3000 œuvres de son mari entassées dans la maison et à Paris. Et elle donne toutes ses œuvres aux musées nationaux. Et elle dit, je vais donner également la maison. Donc elle a donné cette maison aux musées nationaux. Et puis, il se trouve que l'expert parisien et galliériste qui a beaucoup contribué à faire connaître Victor Brauner, qui s'appelle Samy Kinch, souhaite acheter la maison, voit les musées nationaux, obtient d'eux que les musées nationaux lui vendent la maison, il rachète donc la maison, peu de temps après, en 1988. Bon. Et puis, moi, je gardais un œil comme ça, distant, sur cette maison et sur cette région que j'aime beaucoup. Et avec mon épouse, on se disait, si on a un jour l'occasion d'acheter une maison dans ce coin, pourquoi pas, c'est à 2 heures de Paris, on aime bien, etc., etc. Après, effectivement, mais bien après, en 1993, j'investis en Roumanie. Bien sûr, alors tiens, oui, au fond, c'est un lien avec Victor Brauner. Et naturellement, investissant en Roumanie, à partir de 1993, on se dit, on va regarder un peu la peinture de Victor Brauner. C'est pour ça que tu vois, en fait, notre intérêt pour Victor Brauner est venu non pas de la maison, mais du fait que nous avons décidé d'investir en Roumanie. Et naturellement, à ce moment-là, nous nous sommes intéressés à la peinture de Victor Brauner, mais pas uniquement. Comme on est, mon épouse et moi, très axés sur l'art en général, et la peinture en particulier, et la sculpture,
tout naturellement, on s'est intéressé à tous les peintres, enfin beaucoup de peintres roumains, notamment les peints dans la période interbellique, type Palladio, Tonitsa par exemple, pour citer les plus connus, hein, de cette période qui est extrêmement riche au niveau de la peinture roumaine. Victor Bronner, lui, intervient un peu plus tard, puisqu'il est effectivement de la mouvance du surréalisme. Et on s'est intéressé aussi à lui, on a commencé à acheter un peu de peinture, et puis comme toujours, on achète 1, 2, 3, 4, et puis on connaît mieux un artiste, on apprécie de plus en plus, et tout naturellement, comme on a pu racheter cette maison ensuite, parce que ça a été pour nous assez extraordinaire, il y a 20 ans, on a pu racheter cette maison, qui est à la fois la maison familiale de mon enfance, mais également une maison où Victor Bronner a vécu, lui, 5 ans, et sa femme, 25 ans. Donc voilà, la boucle a été un peu bouclée à ce moment-là. Et puis, notre intérêt pour Victor Bronner a continué. On a contribué au catalogue de l'exposition de Timișoara. On a fait aussi un catalogue pour l'exposition qui aurait dû avoir lieu à Bucarest il y a 4 ans. On a prêté des tableaux à Timișoara. On a prêté un tableau récemment dans la dernière exposition qui a eu lieu à Bucarest. Enfin, voilà, après, ça forme un ensemble où on s'investit dans un peintre qu'en plus, nous considérons effectivement comme un des très grands artistes roumains du XXe siècle. Moi, je le mettrais, si tu veux, au même niveau que Brancusi, même si Brancusi, sur un plan international, est plus connu dans la sculpture. Mais je pense que dans les grands articles modernes roumains du XXe siècle, tu as Brancusi et tu as immédiatement après Victor Bronner. En tout cas, quand tu discutes avec des experts d'art, tous arrivent à cette conclusion. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu dirais quoi à ces Roumains qui continuent de ne pas croire à leur pays? Parce que c'est quand même un pays qui a un destin extraordinaire. C'est un pays qui a enrichi la culture européenne, pas seulement la culture roumaine, la culture européenne, avec des artistes comme Victor Bronner, comme Brancusi, avec des écrivains comme Ionesco, comme Mircea Eliade, comme Émile Cioran, des gens qui ont vécu en France. Donc, c'est un pays qui a un passé extraordinaire, c'est un pays qui a un avenir absolument brillant. Comment on peut faire pour changer un peu la perception qu'une certaine catégorie roumaine continue d'avoir sur la Roumanie? Oui, c'est certain, mais moi je suis assez optimiste, je pense, sur ce plan-là. Je pense que l'évolution des pays européens au cours des prochaines décennies devrait contribuer à ce qui est un peu un rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est, hein. Si on se réfère à la période, on va dire avant la mainmise du communisme sur les pays d'Europe de l'Est, l'Europe centrale et l'Europe orientale avaient un rôle très important au sein de l'Europe. Je pense que ce rôle s'est trouvé beaucoup, évidemment, effacé par la période du communisme, mais la chute du communisme et, on l'a bien vu, le sursaut de ces pays de l'Europe de l'Est depuis la chute du communisme, qui a été quand même très impressionnant, hein, repositionne maintenant ces pays à leur niveau auquel ils doivent être au niveau européen. Je pense que cela va continuer. Et donc, si tu es jeune aujourd'hui, que tu as 25-30 ans et que tu es d'origine roumaine, tu dois regarder le futur en te disant, oui, dans le futur, mon pays va retrouver une place qu'il a eue dans le passé. La même chose pour d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie. Voilà, je crois qu'on va assister à ce rééquilibrage au niveau européen. Et même si ces pays sont démographiquement moins importants que les grands pays de l'Europe, je pense ils sont en train de retrouver leur place, qui est leur place légitime. On peut quand même, on constate qu'à Bucarest, et pas seulement, dans toutes les grandes villes de Roumanie, il y a pas mal de choses qui ont changé, et en bien. C'est une ville qui devient de plus en plus agréable. C'est une ville où, franchement, il y a des événements. J'avais ce problème à Paris. Quand j'étais à Paris, tu avais une dizaine, une vingtaine d'événements par jour, et tu ne savais pas quoi choisir. Des événements de très, très bonne qualité. On commence à avoir le même problème en Roumanie. Je regarde mon agenda, presque toutes les soirées sont pleines d'événements hyper intéressants, et souvent j'ai du mal à choisir. Comment tu vois Bucarest? C'est une ville où tu as vécu ces 30 dernières années, hein, la plupart du temps. Comment tu vois l'évolution de cette ville aujourd'hui, en 2024? Bon, le constat, il s'impose de lui-même à travers, on va dire, l'image que notamment les expatriés qui sont nommés à Bucarest conservent de Bucarest quand ils la quittent.
Très souvent, les expatriés nommés à Bucarest disent: «Oh là là, c'est pas vraiment là où j'aurais voulu être nommé. J'aurais préféré être à Berlin ou dans d'autres capitales plus emblématiques». Et puis au moment où ils partent, ils disent: «Oh mais quel dommage, j'ai pas envie de quitter Bucarest». Et en fait, quand tu connais la vraie vie telle qu'elle est à Bucarest, il faut aujourd'hui, constater qu'il y a une qualité de vie qui est absolument comparable à ce qu'on peut trouver dans les grandes capitales européennes. Avec un avantage, c'est que c'est une capitale qui n'est pas je dirais d'une dimension excessive. Moi, personnellement, je trouve que les très grandes capitales, les conditions de vie sont quand même, par certains côtés, difficiles, alors que Bucarest, ça reste une capitale à taille humaine. Mais c'est une vraie capitale, c'est-à-dire qu'il y a une vie économique, une vie diplomatique, une vie culturelle, bref, une vie sociale dans tous les domaines, comme tu les trouves dans toutes les capitales. C'est une capitale qui a la bonne taille, pour moi, ni trop petite, ni trop grande. Je n'avais pas pensé à cet angle-là, mais c'est intéressant. On approche la fin de l'émission. La demi-heure passe en 2 minutes avec Christian Dervelois. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir dans cette émission. J'ai une dernière question, parce que c'est une émission qui parle technologie, du futur, tout ça. Si tu avais un robot qui ferait tout à ta place, et toi, tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? D'abord, je pense que je pourrais consacrer plus de temps à ma famille, hein. C'est vrai que dans la vie d'un homme d'affaires, toujours, on est un petit peu, comment dirais-je, on doit arbitrer entre le temps nécessaire à consacrer à ses affaires pour qu'elles fonctionnent bien et pour en assurer la direction, et puis le temps qu'on voudrait consacrer à sa famille, notamment pour moi, mes enfants et petits-enfants. Bon, donc ce serait je dirais, première réaction serait bien évidemment de leur consacrer plus de temps, surtout les petits-enfants. Nos enfants sont bien sûr déjà grands et dans la vie active, mais nos petits-enfants qui sont dans la phase où ils se construisent, c'est passionnant de passer plus de temps avec eux et de partager leur initiation à la vie adulte. Et puis après, en dehors du travail et de la famille, j'ai d'autres centres d'intérêt comme l'art, comme le sport à travers le golf ou le bateau, et certainement je consacrerai plus de temps à ces centres d'intérêt, bien évidemment, hein. Sauf si l'intelligence artificielle me remplace également au niveau du golf, au niveau de l'art, au niveau du bateau. Enfin, on peut imaginer que le robot fasse tout à ta place, hein. Mais je n'y crois pas. On va pas aller jusque-là. On n'a pas eu le temps de développer cet aspect-là aussi, mais tu es aussi passionné par le golf, par les bateaux. Tu as voyagé pas mal sur l'eau, pas seulement sur terre. Mais on aura, j'espère, l'occasion de te revoir sur RFI dans notre émission. Cristian, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Christian Dervelois, un mare industriast francez care a lăsat în urmă Franța natală pentru a-și construi afacerile în România. După mai bine de un sfert de secol de când a venit la București prelunând tipografia arta grafică, România a crescut și s-a modernizat. Datorită investitorilor cu viziune, cum este el, România a renăscut din propria cenușă. Secretul lui? S-a uitat în viitor și a găsit acolo oportunitățile de afaceri pe care puțini le-au văzut. Christian Dervelois nu este doar o poveste de succes în afaceri, ci și o poveste de viață care ne poate inspira pe noi toți. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respiri azi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe pagina noivenimdinviitor.ro. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.